Bonjour et bienvenue dans Rencontre avec une femme inspirante de la fonction publique, un podcast que nous enregistrons avec notre invitée Anne Kuller, vice-amirale de la Marine nationale. Je suis Isabelle Bonnet-Muret et cette rencontre a lieu dans le cadre du parcours de formation vers l'égalité professionnelle, Osez réaliser vos ambitions et booster votre carrière que j'ai le plaisir d'animer. En Normandie, 10 femmes cadres suivent ce parcours et je vais laisser la parole à Yann Derlin pour la présentation de cette initiative. Bonjour et merci Isabelle Bonnet-Muret. Je suis très heureux, mais surtout très fier d'être parmi vous aujourd'hui et de représenter l'Institut régional d'administration de Lille à l'occasion de l'ouverture de ce podcast. Il viendra enrichir une collection de podcasts de plus en plus conséquente au fil des sessions et en sera donc le numéro 8. Je voudrais juste dire quelques mots sur ce parcours qui a été mis en place par l'IRAD Lille en partenariat avec la plateforme ressources humaines de la préfecture de Normandie à destination des femmes cadres de la fonction publique. En fait, l'objectif de ce parcours est d'identifier les freins rencontrés par les femmes cadres dans leur projet d'évolution professionnelle et de les accompagner pour lever chacun de ces freins. Au terme du parcours, cette interview permet aux stagiaires de rencontrer une personnalité féminine qui incarne un rôle modèle, source d'inspiration. Je tiens à remercier Madame Anne Kuller, vice-amirale de la Marine nationale, d'avoir accepté de se prêter au jeu de cet enregistrement, mais également les stagiaires de la promotion Normandie et la coordinatrice du parcours, Isabelle Bonnet-Muret, d'avoir préparé cet entretien. Merci. Merci Yann. Nous vous souhaitons une bonne écoute de ce podcast et nous allons commencer par présenter notre invitée. Floride Aragdian, directrice de la plateforme régionale des achats de Normandie. Madame Kuller, ce qui marque lorsque l'on regarde votre cursus, c'est votre forte détermination à atteindre vos objectifs. Une force tranquille, pourrait-on dire. Difficile de croire, comme vous l'évoquez, que votre carrière serait une succession de hasards, de bonnes rencontres ou de chances. Votre carrière n'était certes pas écrite d'avance. Vous avez grandi en Savoie, loin tout à la fois du milieu militaire et de la mer. Pourtant, vous allez intégrer la Marine nationale et embarquer en mer. Vous êtes même devenue la première femme vice-amirale et la femme la plus gradée de toute l'histoire de la Marine nationale. Rien donc a priori ne vous prédestinait à cette carrière. Et pourtant, vous êtes une femme inspirante et nous sommes très heureuses de vous recevoir pour ce podcast. Merci Florie. Alors je vais démarrer par la première question. Madame Kuller, pourquoi avez-vous accepté notre invitation ? Alors j'ai accepté votre invitation parce que c'est un plaisir de partager. J'ai effectivement une carrière qui n'était pas écrite d'avance, où il y a eu quand même tout de même effectivement beaucoup de hasard, beaucoup de chance, mais également du mérite, je le reconnais, mais c'était pas écrit d'avance. Et j'aime partager, j'aime témoigner que bien que ce ne soit pas écrit d'avance, eh bien tout est possible. Tout est possible. Que l'on soit femme ou que l'on soit homme. Là, je mets pas de sexe sur cette possibilité-là. Donc l'idée c'est témoigner et partager. Et à chaque fois que je fais cela, eh bien, j'en retire très sincèrement un grand plaisir parce que j'ai le sentiment d'être utile à mon niveau, voilà, sans fausse modestie, d'être utile, d'apporter quelque chose, de partager avec vous. Et puis j'en retire aussi quelque chose parce que vous avez toutes des parcours que j'ignore et qui sont tout aussi méritants. Et moi, j'apprends aussi avec les personnes avec qui j'échange. Bonjour Madame Kuller, je suis Lamia Moudjelal, responsable de l'unité prévention des risques à la direction départementale des territoires et de la mer à Caen. Dans un premier temps, nous aimerions évoquer votre parcours. Vous êtes en effet la première femme vice-amirale de la Marine nationale, mais comment devient-on vice-amirale et en quoi consiste cette fonction ? Alors, on ne devient pas vice-amiral, en tout cas dans mon cas, puisque comme cela a été dit, c'était pas écrit d'avance. Et quand je suis entrée dans la marine en 81, sur concours, rien, mais vraiment rien, n'était écrit. C'est-à-dire que les femmes n'embarquaient pas, les femmes ne commandaient pas, il n'y avait pas de femme amirale à l'époque. Enfin, voilà, c'était juste quelque chose, je dirais presque d'inimaginable. Donc, quand je suis arrivée à Cherbourg dans la première école d'officier, parce que je suis rentrée au niveau officier sur concours, c'était officier du corps technique administratif pour faire de l'administration. Et comment on est arrivé de cet officier d'administration jusqu'à ce rang d'amiral, première femme, vice-amiral, donc 3 étoiles de la Marine nationale, en ayant commandé, en ayant embarqué, ben je le redis très souvent, ce sont des portes qui se sont ouvertes au fur et à mesure. C'est là que je place le hasard, au bon moment, au bon endroit.
Et le mérite que j'ai eu, ça a été de, bien sûr, cette porte, elle est ouverte, mais je mets le pied dedans et la porte ne se referme plus. Et donc, c'est comme ça que je suis devenue vice-amiral au fur et à mesure. C'est-à-dire que, quelque part, vous connaissez bien la formule, hein, j'ai coché toutes les cases. Et ma légitimité d'officier de marine, qui n'était pas du tout prévue au début, hein, comment je vais devenir marin si j'embarque pas? C'était ça mon problème, moi, quand je suis arrivée à Cherbourg. De découvrir que j'allais être officier de marine sans naviguer. Ça pose problème, quand même. Donc, bien évidemment, quand tout d'un coup, cette proposition est arrivée, quand même 10 ans après mon entrée dans la marine, hein, c'était une douzaine d'années, en 93, de volontariat, j'ai dit oui, je suis volontaire pour embarquer. Mais pas pour commander, c'était pas prévu. Pas pour être amiral, c'est encore même pas prévu. Voilà, donc c'est vraiment une série de portes qui s'ouvrent, je mets le pied dedans et j'y vais. Et puis, alors, pareil, hein, vous allez me dire, mais non, vous exagérez, etc. Non, j'ai bossé, quoi, comme vous. J'ai travaillé. Et j'ai bien travaillé. Et j'ai bien fait mon job. Et ça a été reconnu. Voilà comment je suis devenue vice-amiral. Karine Dabrijon, je travaille aux affaires maritimes sur la thématique police des pêches à Dieppe. Du coup, je m'interrogeais, à quoi ressemble votre quotidien? Le quotidien d'un marin, comment le dire? Alors, il y a le marin à terre ou il y a le marin embarqué. Hein, donc, j'ai eu 2 vies à la fois à terre, dans des unités à terre, et puis une vie d'une dizaine d'années embarquée sur différents bateaux de la marine. Ces 2 vies-là sont d'abord complètement différentes. Dans une vie de marin à terre, la constante pour tous les marins, qui soient hommes ou femmes, c'est que d'abord, vous portez un uniforme. À tel point, cet uniforme qu'en fin de carrière, quand j'ai terminé en 2016, là, tout d'un coup, il faut que je me remette en civil. Et figurez-vous que ça m'a vraiment posé un problème. Parce que j'entamais une autre carrière de coach professionnel, etc., de conférencière, de ce que l'on veut, mais ok, je m'habille comment? Moi qui étais tout le temps en uniforme, c'est super facile. Bon, voilà, ça c'est le côté un petit peu uniforme. En plus, une vie très marquée par la hiérarchie. Donc ça, on aime ou on n'aime pas. Moi, j'ai trouvé ça, allez, c'est peut-être un petit peu facile de dire ça, mais j'ai trouvé ça à la fois confortable, rassurant, on sait où on va, il n'y a pas de surprise. Donc, quelque part, c'est facile. Le chemin, il est un peu tracé, on va dire. Voilà, il y a des espèces de rails et puis on y va. C'est ma personnalité, attention, hein. Et puis, la vie embarquée, alors là, c'est complètement différent, quoi. La vie embarquée, c'est vous embarquez sur un bateau, des affectations qui durent 1 an ou 2 ans, voire même 3 ans embarqués. Bien sûr, vous revenez à terre, hein, vous n'êtes pas tout le temps en mer. Mais c'est une vie spéciale avec des bateaux de plus ou moins grande taille, des équipages de 60 jusqu'à 200, voire plus de 1000 pour le porte-avions. Et donc, voilà, vous avez des petites villes embarquées, flottantes, là, qui se déplacent. Et c'est tout un microcosme qui très, très, très spécial qui se déplace. Donc, c'est une vie vraiment très particulière. Et puis, il y a la vie familiale autour de ça, parce qu'il n'y a pas que la vie professionnelle. Il y a et la vie de famille. Donc, moi, j'avais un enfant, j'avais un mari, j'en ai eu un deuxième. Voilà, donc ça se greffe tout autour. Alors, je dirais comment on vit ça? On vit ça sans trop se poser de questions. Enfin, moi, je me suis pas posé de questions. Je l'ai fait comme vous le faites probablement, hein, au fur et à mesure. Et comme je dis souvent, quand je me retourne sur l'épaule droite, je me dis bonne décision. Là, j'aurais peut-être pu faire différemment. Ça aurait été peut-être plus confortable. Vous voyez, c'est une série de choix. Vous savez bien, de choix dans la vie, de décisions, aussi bien professionnelles que personnelles. Mais si vous me posez la question ensuite, il y aura cette question, je pense, qui va venir de vie familiale, l'équilibre, l'équilibre V2P, vie professionnelle, vie privée, comment j'ai géré ça. Là encore, hein, c'est une question de choix, mais on pourra y revenir en détail. Qu'est-ce qui vous anime chaque jour pour avancer? Votre leitmotiv, votre moteur? C'est quoi mon petit moteur? Je crois que c'est la curiosité. Et je vais employer une métaphore. J'aime beaucoup me promener en montagne. Alors, je fais pas de la haute montagne, je fais de la montagne jusqu'à, j'ai jamais fait d'alpinisme, hein, pour tout vous dire. Mais j'aime beaucoup la randonnée. Et la randonnée, à chaque fois que je partais en randonnée avec mon fils, mon mari, je voulais aller voir plus haut, plus loin. Parce que forcément, derrière cette colline-là, il y allait avoir le petit lac bleu, magnifique, ou le glacier, où on allait avoir une superbe vue. Eh ben, ma carrière, mon chemin professionnel, c'était ça. C'était la curiosité. Et qu'est-ce qui va se passer?
Et je pense aussi qu'il y avait une notion de... Je l'ai pas tout de suite admis, ça. Mais il y a ça quand même, une espèce de challenge. Ah ouais, je vais faire quelque chose qui est différent. Parce que quand même, quand je suis rentrée en 80, une fois, les femmes n'embarquaient pas, ne commandaient pas. Donc, à chaque fois que j'ouvrais une porte, ah ouais, je vais faire un truc que personne n'a fait encore jusqu'à présent. Et je crois que ça faisait partie de mon petit moteur, ça. Alors, comme l'a évoqué Florie, et vous évoquiez à l'instant aussi les montagnes, finalement, vous avez grandi auprès d'elles et loin de la mer. Alors, la question, finalement, c'est pourquoi la Marine nationale ? On a pressenti dans vos propos précédents que l'envie, c'était naviguer, peut-être. Mais concrètement, qu'est-ce qui vous a conduit vers la Marine nationale ? Et puis, vous avez aussi évoqué la hiérarchie, qui est très présente dans le milieu militaire. Pourquoi cette carrière militaire ? Alors, c'est là où vraiment je mets le mot hasard, vraiment. Et je l'assume complètement avec un grand H. Et je vous explique comment je suis rentrée dans la marine. Effectivement, à partir du moment où j'y étais, la question c'était, ok, comment je deviens marin ? Mais avant ça, pourquoi rentrer dans la marine ? Pourquoi faire une carrière militaire, moi qui n'ai aucun parent militaire ? Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, quand j'étais enfant, je vais avoir 10 ans, 12 ans à peu près, je voyais passer devant chez moi, donc c'est en Savoie, un bus avec à l'intérieur des femmes en uniforme bleu. Et je dis souvent, ça aurait pu être des hôtesses de l'air, parce qu'il y avait un aéroport à côté. Bon, il se trouve que c'était un aérodrome militaire. Donc c'était l'armée de l'air, en fait. Et donc j'ai très vite compris que c'était des femmes militaires. Bon, et puis c'est resté là. Je trouvais fabuleux ces uniformes, franchement. Elles étaient belles, ces femmes. Et puis c'est passé, et puis je fais des études de langue. Et tout d'un coup, je réalise, oulala, je suis en train de partir vers un boulot de professeur que ma mère faisait, mais j'avais pas envie de faire comme elle. Pas forcément. Et donc cette idée de militaire est revenue. Et je me suis renseignée. Et comme il fallait que, selon ma maman, qui était une femme divorcée, et qui avait un métier, il n'était pas question que sa fille attende le mari, etc., il fallait que je travaille, quoi. Et donc, j'ai toqué à la porte d'un bureau d'information sur les carrières dans les armées, où on m'a dit, mais attendez, vous n'avez pas de cursus scientifique, vous ne pourrez pas faire officier. Alors, j'ai quand même trouvé, si, je peux faire officier, j'avais une licence, une maîtrise, etc. Mais effectivement, c'est pas scientifique. Et puis, je voulais être pilote d'hélicoptère, en plus. Évidemment, armée de l'air à côté. J'ai juste trouvé, pour être officier, ok, mais officier d'administration. Il y avait que ça à l'époque. En 81, il y avait que ça, ce concours externe ouvert aux femmes, officiers d'administration. Marine, armée de l'air, armée de terre, etc. Et je choisis en premier armée de l'air, logique. En deuxième, marine, parce que juste c'est plus sexy que l'armée de terre. Uniquement ça, hein. Et donc je passe le concours, je suis reçue à l'écrit, je vais à l'oral, je suis reçue. Et donc c'est la marine qui a choisi. Et j'avais vu la mer une fois dans ma vie. Une fois dans ma vie. Voilà comment je suis rentrée à la marine. Par hasard. Laurence Moreau, je suis directrice administrative et financière à l'Université des sports de Rouen. Donc nous allons poursuivre sur votre positionnement. Comment être une femme, Madame Culler, dans la Marine nationale ? Comment exister et s'imposer dans un milieu qui est globalement masculin ? Milieu très masculin. Quand je suis rentrée, je crois en 81, années 80, on était à peu près 10% de femmes. Là maintenant, vous allez rire, hein, on est 15-16%. Vous vous rendez compte ? C'est pas grand-chose. Hein. Bref. Donc à l'époque, oui, les femmes d'abord n'embarquaient pas, ne commandaient pas, donc elles étaient dans des postes administratifs. Et comment dirais-je, ma personnalité, je pense que c'est vraiment lié à ma personnalité, a fait que je ne me suis jamais positionnée en tant que femme dans un milieu masculin. J'étais dans la marine, point. Ma seule préoccupation, c'est, ok, j'étais officier de marine, vous allez voir ma première préoccupation, ce que ça a été quand j'étais jeune aspirant, comment est-ce que je fais pour saluer des officiers qui sont 3 gallons, etc. Enfin bref, c'était juste ça. Et puis ensuite, comment embarquer, parce que je pouvais pas embarquer. Donc, comment être un vrai marin? C'était juste ça, mes préoccupations. C'était pas de travailler avec des hommes, hein. Pas du tout. Et que des hommes soient mes chefs, alors franchement, moi, ça me posait aucun problème. Et pendant toute ma carrière, très honnêtement, je ne me suis jamais posé cette question. De me dire, j'avais un heureux caractère, parce que oui, j'ai entendu des trucs qu'on ne supporterait plus aujourd'hui. Évidemment.
où on dirait, oh là là, peut-être sexisme, hors des sexismes, pas harcèlement, attention, hein, je fais bien de nuance. Non, je n'ai jamais été harcelée moralement. Des stéréotypes de genre, oui, j'étais confrontée à ça, mais à l'époque, on parlait même pas de stéréotypes de genre. Vous voyez, vous êtes globalement, je pense, toutes beaucoup plus jeunes que moi, on parlait pas du tout de stéréotypes de genre. On était dans la marine et puis on avançait. Donc, j'étais une femme dans un monde d'hommes. Et puis, très vite, j'ai eu des postes qui m'ont, singularisée. Parce qu'en tant qu'officier, déjà, de toute façon, qu'on soit femme ou qu'on soit homme, on est amené à manager ou commander. Donc, on est en position de chef d'une petite équipe, puis d'une plus grosse équipe, et puis voilà. Et donc, sous mes ordres, j'avais des hommes. Alors, vous dire qu'ils ont apprécié. Au début, dans les années 80-90, c'est vrai, ça a dû piquer les yeux à certains. Un exemple que j'ai en tête, c'est dans mon premier poste qui était cadre en école de la marine. On incorporait des jeunes marins. Eh bien, j'avais sous mes ordres, je crois, 2 femmes et puis tout le reste, 5 ou 6 hommes, donc sous-officiers. On dit officier marinier à la marine. Et donc, l'un d'eux a été dire à mon chef, donc mon N+1, on va dire maintenant, mon chef, moi, travailler avec une femme, je peux pas. Et donc, aujourd'hui, c'est le genre de choses, d'abord qu'on n'imagine même pas, en admettant qu'il aille dire, mais écoutez, on peut falloir apprendre, hein. Bon. Et à l'époque, on était sympa, on l'a mis dans une autre, voilà, on l'a bougé. Bon. Et puis, bon an, mal an, ça s'appelait, on était en espèce de groupement, en division, quoi. Et puis ma division, honnêtement, ça carburait du feu de Dieu, quoi. Ça marchait super bien. Et un an après, le même est revenu me voir dans mon bureau pour s'excuser et me dire, là, je suis désolée, voilà, j'ai compris, j'ai vu. Mais tout le reste, je n'ai eu que ça. Je n'ai que ça comme anecdote à vous raconter sur une personne, un homme qui, à un moment donné, a dit « je peux pas ». Les autres l'ont gardé pour eux, ou j'ai pas voulu le voir, ou je l'ai pas vu, tout simplement. Je suis passée dessus. J'ai eu des remarques, par exemple, quand je passe le concours de l'école de guerre. Alors, le truc, là, il faut passer ce cap-là pour arriver, pour aller plus loin, quoi, hein. Donc, je passe le concours de l'école de guerre. Une fois, je le rate. Deuxième fois, je l'ai. Je me suis préparée, etc. Et j'ai un camarade qui me pose cette question, mais comment t'as fait? Évidemment, comment j'ai fait? Vous imaginez déjà ce que j'ai répondu? J'ai couché avec tous les membres du jury. Ah, mais c'est pas ce que je voulais dire, etc. Bah, il fallait pas la poser, ta question. Fallait pas la poser, ta question. J'ai fait comme les autres. J'ai travaillé. Et j'ai mérité ma note. La preuve, c'est que la première fois, j'ai raté parce que je n'étais pas préparée. Est-ce que, au vu des anecdotes que vous venez de nous raconter, peut-on dire que vous avez aussi été confronté au plafond de verre? Est-ce que vous l'avez subi ou est-ce que c'était moins prégnant? Le plafond de verre, je dirais que je pense qu'à un moment donné, j'ai failli le subir, dans le sens où vous avez bien noté que je suis la première femme 3 étoiles, mais il y a eu une première femme 2 étoiles avant moi. Madame Desbordes, qui était une ancienne officier féminin de la marine, qui a été la première femme contre-amiral qui n'a pas embarqué, puisque alors là, c'était même pas imaginable, elle s'est heurtée au plafond de verre. Et le plafond de verre, c'était vraiment, t'as pas embarqué, commander, c'est compliqué, etc. Et donc, là où elle en a pâti, c'est que l'on a créé en fin de carrière pour elle des postes. Elle a été extrêmement malmenée, je dirais, par ses pairs, parce que elle n'avait pas cette espèce de légitimité qu'avaient les autres officiers de marine, et donc elle était dans une position particulièrement inconfortable. En ce qui me concerne, le plafond de verre, je l'aurais presque vécu à un moment donné où on voulait me faire suivre le même parcours. C'est pour ça que je parle de Madame Desbordes. Le même parcours que cet officier féminin, c'est-à-dire elle était dans la direction du personnel de la marine, donc DRH en fait, hein, dans la filière DRH. Et moi, je disais, mais moi, je veux pas, ça ne m'intéresse pas. Cette filière-là ne m'intéresse pas. Là où j'ai poussé un peu les choses, c'est de dire, non, je ne veux pas être dans les ressources humaines, je veux faire des opérations. Et là, ça a interpellé parce que jusqu'alors, aucune femme n'avait fait ça. Et c'est là où véritablement
il y a plus de plafond de verre parce qu'à partir de ce moment-là, d'abord j'avais le concours de l'école de guerre, ensuite j'avais des affectations dans le domaine des opérations, dans la marine, en interarmée, embarqué. J'ai plus de plafond de verre. Là où je me suis arrêtée au niveau 3 étoiles, c'est juste la limite d'âge. Donc je rebondis sur vos propos. Et donc, quels conseils pourriez-vous donner aux femmes qui souhaitent intégrer la marine pour réussir et s'y épanouir? Je suis pas certaine qu'elles aient vraiment besoin de conseils parce que tous les postes dans la marine, je dis bien tous, sur sous-marin, sur avion, donc dans l'aéronautique navale, avion de chasse, sur bateau, embarqué, etc. à terre, tous les postes leur sont ouverts, à tous les grades. Donc, je suis pas certaine qu'elles aient besoin de conseils. La seule suggestion que je leur ferais, c'est de regarder toutes les possibilités qui sont offertes à elles, aussi bien au grade de matelot que sous-officier qu'officier. Parce qu'il y a un nombre de possibilités, de passerelles, si on rentre comme matelot, pour avancer, etc. Vous savez, on parle de l'échelle ou de l'ascenseur. Je préfère l'échelle parce qu'au moins, on y va, quoi. L'ascenseur, c'est un peu trop facile. Mais il y a un nombre de passerelles invraisemblables pour celles qui veulent réussir, avancer, s'épanouir. Un nombre de possibilités invraisemblables dans la marine. Et puis dans la marine, je fais volontairement cette publicité qui est oui, on voyage. Voilà, quand on embarque, voilà, j'ai embarqué en Atlantique, en Méditerranée, en océan Indien, en océan Pacifique, mer du Nord, etc., etc. On voyage vraiment. Voilà. C'est un petit peu, vous voyez, comme la publicité Open your eyes, open your minds. Vous aurez ça dans la marine, vous aurez cet effet-là. Donc, c'est pas vraiment des conseils, c'est juste dire ouais, je vous confirme que vous allez avoir tellement de possibilités. Votre seule difficulté, ça va être vraiment de choisir ce que vous avez envie de faire. Je suis Koumba Diop, chargée de la commande publique à la direction interdépartementale des routes nord-ouest à Rouen. J'imagine que pour toutes ces femmes qui veulent rentrer dans la marine nationale, vous serez une femme inspirante. La question que je me posais, c'est avez-vous des figures inspirantes ? Ah, c'est une bonne question, ça, les figures inspirantes. J'en ai une, mais qui n'a rien à voir avec la marine, c'est Simone Veil. C'est Simone Veil qui m'a toujours impressionnée, franchement. Voilà, qui m'a impressionnée par son courage, par son intelligence, par sa hauteur de vue, par les causes qu'elle a défendues, et bien sûr, les causes des femmes. Donc, c'est vraiment Simone Veil. Sinon, pour me tirer vers le haut, pour me faire avancer, peut-être pas forcément me tirer vers le haut, mais pour me faire avancer, très sincèrement, non, j'avais pas de figure inspirante. On peut peut-être descendre d'un cran, être beaucoup plus pragmatique. Est-ce que j'avais des mentors aussi? Parce qu'on parle beaucoup de mentors maintenant, de mentoring. J'avais le seul moment dans la marine où on peut parler de rôle modèle, c'était un homme. Et c'était un camarade. J'étais embarquée avec lui sur mon premier embarquement sur une frégate anti-sous-marine. Donc, mon tout premier embarquement. Il fallait des femmes volontaires, donc j'étais volontaire. Et c'était un ancien officier marinier, passé officier, donc il y avait déjà un cursus. Et il avait un charisme naturel. Il embarquait ses équipes. Vous voyez déjà, on entend embarquer ses équipes. Et il était sur le terrain avec eux. Ce qui me frappait, c'était ça, quoi. Il était à la machine. Il était chef machine. Et il était sur le terrain avec eux. C'est-à-dire que quand il disait quelque chose, on savait qu'il savait faire. Bon, ça, c'est une chose, il avait cette compétence. Mais même s'il ne savait pas faire, il allait avec eux. Et il était capable de dire, vous êtes nuls, comme vous êtes super bien, quoi. Et ça, je l'ai entendu faire. Il était capable on l'appelait Eagle Fort. Alors, Eagle, parce d'abord, il avait une voix, effectivement. Mais surtout, parce qu'il avait un Eagle comme l'aigle. 4. Voilà. Donc, il avait un surnom un petit peu technique, on va dire. Mais voilà. Et mon mentor, parce que j'en avais un, c'était mon deuxième mari. Je dois le dire, mon deuxième mari qui était commando marine. Et oui, qui a vraiment joué le rôle de mentor. J'ai réalisé après coup, hein. Mais qui a vraiment joué le rôle de mentor au moment où on me proposait des postes chef d'état-major, embarqué sur un bateau pendant 1 an, commandant supérieur des forces françaises en Polynésie, sous-chef des opérations de la marine, et allez. Et j'étais là, et il me disait, mais ouais, mais vas-y, regarde le rôle du mentor,
Si je devais résumer, en tout cas, lui, il l'a super bien fait, c'est regarde ce que tu as fait qui te montre que tu sais faire. Super, ça. Parce qu'à chaque fois, il me ramène, mais regarde, tu te dis, je vais pas pouvoir faire. Bah si, tu l'as déjà fait, et donc tu vas pouvoir le faire encore mieux. Là, il m'a vraiment servi de mentor, pour le coup. Vous aviez un modèle, un mentor, et vous considérez-vous comme un modèle ou une pionnière? Est-ce que je me considère quand même? On me l'a dit. Donc je présume que pour certaines, je le suis. Je ne nie pas ça. Puisqu'effectivement, après moi, de toute façon, les portes se referment pas, hein, c'est clair. J'ai eu des postes, j'étais la première femme commandant supérieur interarmée, commandant 1500 marins, aviateurs, terriens en Polynésie, représentant le chef d'état-major des armées dans tout le Pacifique. Voilà, j'étais la première femme chef des opérations de la marine. Donc oui, je sais que pour les femmes actuelles de la marine, je représente quelque chose. Elles me le disent, puisqu'elles me le disent. Mais je me suis jamais vraiment, honnêtement, posée en modèle. Ça m'est pas venu à l'esprit, tout simplement. J'ai pas cherché à, en étant dans la marine, d'ailleurs, je dois dire à ma grande honte, toutes les problématiques liées aux femmes, stéréotypes de genre, etc. Mais très franchement, ça m'intéressait pas du tout, quoi. Pas du tout. Faire des réunions de femmes pour parler des problématiques de femmes, alors là, franchement, c'était pas mon truc, quoi. Non pas que je repoussais, mais j'y allais pas. Ça m'est pas venu à l'esprit. Je me posais la question, quel était votre rapport à l'ambition? Ah, alors là, le rapport à l'ambition. Si je vous dis, et c'est pour ça que je dis que tout est possible, hein, si je vous dis que du début de ma carrière jusqu'à la fin, vice-amiral, 3 étoiles, chef des opérations de la marine quand même, hein, conseiller du chef d'état-major de la marine pour les opérations, pour envoyer le Charles de Gaulle en opération, quand même. Eh ben, jusqu'au bout, j'ai eu un super syndrome de l'imposture. Vous croyez ça, vous? Eh ben si. Alors je sais d'où il vient, hein. Ok, ça y est, j'ai compris. Mais n'empêche que je l'avais. Donc mon niveau d'ambition, là aussi pour prendre une métaphore de marin, c'est, pour celles qui connaissent la mer, c'est l'étale de basse mer. C'est niveau d'ambition 0. Vraiment, mais vraiment, quoi. Et quelques exemples. Quand je suis capitaine de frégate, donc 5 gallons panachés, lieutenant-colonel, et je suis embarquée sur un bateau en océan Indien avec un amiral. Et cet amiral, à un moment donné, non, je suis capitaine de vaisseau, donc 5 gallons plein, colonel. Il me dit, bon, voilà, je pense que tu as la carrure, l'expérience, l'expertise, machin, pour devenir amiral. Vous savez ce que je lui dis? Non, tu sais, rien que le fait que tu me le dises, ça me suffit. Mais ouais, et c'était ça tout le temps. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on dit parfois l'ambition quand il y en a trop, vous savez, on a les dents qui rayent le parquet. Bah alors, moi j'en avais, moi ça pareil, non, mais vraiment quoi, c'était niveau d'ambition 0. J'étais contente d'avancer au fur et à mesure, et ma première satisfaction c'était d'embarquer. Ah, ça y est, je vais connaître la vie embarquée, même si j'avais des doutes, hein. Le syndrome de l'imposture, il était là, vais-je y arriver, quoi. Et puis ça marche. Et ça marche en plus. Et la première fois aussi où à la passerelle de mon premier bateau, donc sur cette frégate, où mon commandant me dit bon, Culler, est-ce que vous avez pensé à commander un bateau? Je revois cette scène. Je la revois, je vous jure, comme si j'y étais, quoi. Ciel bleu, on est en Atlantique, etc. Ça bouge un peu, on est sur l'aileron de passerelle, là. Et il me dit ça. Et sur le moment, je suis restée, mais muette. Ben oui, bon, d'accord, il faudra être commandant second avant, mais vous avez ce qu'il faut pour commander un bateau. Moi, je veux bien commander un bateau, et puis je vous pousserai pour ça. En embarquant les 2 premières années sur le Latouche-Trill, je n'ai jamais imaginé pouvoir commander un bateau. Déjà, être chef de quart, pouvoir, ok, être marin, quoi, marin, commander. Et à chaque fois, c'était ça. Donc, niveau d'ambition, 0. Comme quoi, je dis pas que c'est un exemple à suivre, attention. Hein. Je dis pas ça. Parce que j'ai tout de même bénéficié, il faut pas l'oublier, j'ai tout de même bénéficié d'une période où les portes s'ouvraient au fur et à mesure où j'avançais. Il faut pas l'oublier, ça. Donc je suis pas en train de dire que non, n'ayez pas d'ambition, ça sert à rien. C'est pas ce que je veux dire.
c'est que, en tout cas, en ce qui me concerne, le fait est que je n'avais aucune ambition. En parallèle, j'ai super bien fait mon travail, j'ai adoré ce que j'ai fait. J'ai avancé sans me préoccuper trop des hommes, des femmes, alors c'était franchement pas mon problème. J'ai adoré embarquer, j'ai adoré être à terre, etc. Puis voilà, et ça s'est fait. Et j'ai eu cette chance aussi que les gens, mes chefs, remarquent ce que je faisais. Mais aussi, ils ont remarqué pourquoi. Pourquoi ? Pas se leurrer non plus. Parce qu'il y avait un besoin d'avoir des femmes dans des positions à un moment donné. On était tellement invisibles. Il fallait bien... Ah bah tiens, mais qui on a là ? Au fait, qui on a ? Ah bah tiens, Culler, bah oui, tiens, Culler, elle a fait tout ça. Ça a vachement bien marché, pourquoi pas elle ? À tel point que quand j'ai mon 2e commandement de bateau, je demande au chef d'état-major de la marine, je croise dans une soirée, je lui dis, mais amiral, rassurez-moi, j'ai pas un commandement juste parce que je suis une femme. Je pose la question, vous voyez, les doutes que j'avais. Et vous savez ce qu'il me dit ? Il dit, mais attendez, on va pas donner un commandement de bateau à une incompétente ou un incompétent, vu leur prix. Ça m'a rassurée, pour tout vous dire. Parce que c'est tellement vrai. C'est tellement vrai. Vous dites que les portes se sont ouvertes chaque fois que vous passiez, mais vous avez vu qu'elles étaient ouvertes. Vous avez su saisir les opportunités qu'on vous proposait. Hein. Parce que moi, la chance, je suis pas quelqu'un qui croit à la chance, je crois à la provocation à la chance. Moi, j'ai pas provoqué ça. Franchement, j'ai pas provoqué ça. J'ai provoqué quelque part, si on veut utiliser ce mot-là, j'ai provoqué ma chance en étant dans le mouvement. Voilà. C'est-à-dire que la porte s'ouvre, je suis là au bon endroit au bon moment, parce qu'il faut des femmes, parce qu'il faut les montrer, parce qu'il faut donner d'autres postes. Moi, je suis là et moi, je saisis ça. Là, on est d'accord. Je provoque, mon propre mouvement, ma propre progression. Ça, c'est très vrai. Mais ce que je veux dire, c'est que au sein de la marine, c'est pas moi qui ai enfoncé les portes pour dire il faut que les femmes. Non, pas du tout. Carole Landormy, experte retraite au rectorat de Rouen. Vous dites que vous avez ouvert des portes, que vous n'avez pas provoqué la chance, mais j'ai donc une question. Vous êtes-vous toujours senti à votre place ? Non, puisque j'avais ce syndrome de l'imposture. Et quand on a un syndrome de l'imposture comme je l'avais moi, on se sent toujours à côté de la place, en se disant ils vont forcément découvrir que je ne suis pas à ma place. C'est là où mon mentor m'a été utile, en me ramenant à la réalité, mais regarde, t'as déjà fait ci, t'as déjà fait ça, machin, etc. Et ce syndrome de l'imposture que j'avais, qui était lié, et j'en parle bien volontiers, puisque je savais d'où il venait. Je savais exactement à quel moment. Je ne sais pas si vous connaissez le film Alien. Ça me dit quelque chose, peut-être pas, parce que vous êtes... Mais bref, Alien, c'est un espèce de symbiote là qui vit et tout d'un coup, pof, ça explose. Il est là, quoi. Il est là. Il sort au plus mauvais moment, en fait. Hein. Et moi, je savais où ça s'était mis en place dans mon enfance. Un truc tout bête, avec un maître d'école qui a fait de mauvaises remarques à un mauvais moment et qui est resté là. Et donc, je suis nulle. Et je traîne ça. Sans m'en rendre compte, je suis nulle. Tac, 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 tac. Et j'avance. Ouais, mais je suis nulle quand même, quoi. J'avance, mais je suis nulle. J'avance, mais je suis nulle. Donc on va le voir. Mais non, puisqu'on me dit que t'avances bien, et puis puisqu'on me dit que ce que je fais, c'est super. Donc en fait, pendant toute ma carrière, j'ai su tout de même entendre ce qu'on me disait. Ça a compensé. Bon. Mais jusqu'au bout, j'avais ça. J'avoue que c'est quand même lourd à porter, honnêtement. Et j'en ai eu la peau, puisque, comme j'ai voulu devenir coach professionnel, avant de coacher, quand on rencontre beaucoup de personnes qui ont ce genre de problématique, il n'est pas question d'arriver avec ce problème-là, quoi. Hein. Faut en avoir, voilà. Eh bien, j'ai réussi à m'en débarrasser. J'ai compris. En fait, je savais d'où ça venait, mais je n'avais pas compris que c'était pas uniquement cette personne-là. C'est qu'autour de moi, il y avait d'autres personnes qui n'ont pas eu à ce moment-là les bonnes réactions, que moi, petite fille, je savais pas faire non plus. Bref, plein de choses qui ont fait que. Je peux vous dire que le jour où je me suis débarrassée de ça, physiquement parlant,
un poids s'est enlevé de mes épaules. Très franchement. Très franchement. C'est impressionnant. Ça, je peux témoigner de ça. Voilà. Mais je l'ai eu comme quoi, encore une fois, tout est possible. Et du coup, dans votre situation, dans votre parcours, avez-vous vécu des échecs? Et si oui, comment les avez-vous surmontés? J'ai vécu pas forcément des échecs, mais des situations où je me suis pas sentie bien. Et j'en ai une en particulier avec une lieutenant-colonel qui était une de mes adjointes. J'étais en charge des opérations de lutte contre le narcotrafic aux Antilles, dans un état-major, donc j'étais chef des opérations. Mon premier poste d'ailleurs de chef des opérations. Et donc c'était une de mes adjointes et elle me disait que avec son propre adjoint, le lieutenant-colonel, ça passait pas du tout, qu'il lui mettait des pots de banane, que ci, que ça, etc. Et je sais pas pourquoi, je l'ai pas entendu, ou je n'ai pas voulu l'entendre, ou j'ai mal géré. Enfin, bref. Et elle avait raison. J'en ai eu la preuve. Elle avait raison. Mais je l'ai laissée dans cette situation de souffrance pendant des mois, jusqu'au moment où je dis, mais en fait, elle a raison, quoi. Et là, c'était une situation, c'était pas que j'étais en échec. C'est que je me suis sentie très mal parce que j'avais fait mal à quelqu'un, en fait. Voilà. J'avais pas fait mon job de chef. Je l'avais pas cru, je l'avais pas entendu. Enfin, c'est comme si je l'avais pas entendu, en fait. Ça a mis des mois et des mois, à se résoudre, ce truc-là. Ça, je m'en souviens vraiment. Bon, la vie est faite de telle façon qu'on est resté amis. On se revoit encore même maintenant. Donc, vous voyez, malgré ce parcours-là, mais c'était extrêmement, j'en garde un souvenir, c'était douloureux, quoi. C'était vraiment douloureux. Mais un échec personnel dans le cadre de ce que j'ai fait, non. Des moments difficiles, ouais, des moments pas faciles. Mais échec, pas vraiment. Donc là vous avez parlé du syndrome de l'imposture, de votre ressenti, et là moi je m'interrogeais en fait quel est votre rapport avec la confiance que vous pouvez avoir en vous, notamment quand vous subissez ce syndrome jusqu'à ce que vous réussissiez à le surmonter, mais aussi la confiance par rapport aux autres, parce que c'est important aussi d'avoir confiance aux autres, et les autres aussi, comment est-ce qu'ils avaient confiance en vous, enfin tout ce rapport à la confiance, comment vous l'avez géré? Ouais, c'est une excellente question, ce rapport à la confiance, là. Parce que syndrome de l'imposture voudrait dire que j'avais pas confiance en moi. Or, c'est pas tout à fait ça. C'est pour ça que je dis qu'il se réveillait de temps en temps. Et il se réveillait pas quand j'étais en action. Pas quand j'étais non, c'était avant, je me souviens très bien. Je psychotais complètement sur, je vais partir en mission, il y a un temps pourri, et puis je vais forcément faire une bêtise. Enfin, c'était avant. Il se révélait avant. Quand j'étais en situation, je peux vous garantir que il était, je sais pas où il était, mais il n'était pas là, quoi. Et donc, je pense, paradoxalement, avoir toujours eu une grande confiance en moi. Et cette confiance en moi, elle s'est construite de manière très amusante, parce que, alors j'analyse comme ça, je peux me tromper, mais c'est comme ça que je le vois. Ma maman était donc professeure en collège, et elle chantait très mal, elle était prof d'anglais. Elle chantait très mal, elle avait des petites sixièmes, et moi je chantais pas trop mal. Donc j'étais en troisième, elle me faisait venir dans ses classes de cinquième ou de sixième pour apprendre à ces jeunes, à ces petits, des chansons, des lullabies, voilà, pour leur apprendre à chanter en anglais, etc. Et ben, mine de rien, en troisième, je vais avoir 14 ans, 15 ans, là, vous êtes face à une classe. Déjà, vous êtes sur une estrade, déjà, vous faites taire un petit peu tout le monde, déjà, vous vous exprimez. Voilà, et je l'ai fait 1 an, 2 ans, 3 ans, comme ça. Et ça s'est construit comme ça. Ensuite, j'ai fait de la danse classique. Sacrée école. Celles qui ont fait de la danse connaissent. Sacrée école. On souffre. Quand j'ai passé mon concours dans la marine, j'en faisais à peu près 20 heures par semaine. Je voulais être professeur de danse. C'était totalement inimaginable pour ma mère, prof de danse. Bon, bref. Je n'aurais pu être qu'être prof de danse, danseuse dans une troupe, c'était inimaginable, j'étais trop âgée. Mais j'en faisais 20 heures par semaine. Et confiance, pour revenir à cette confiance. Danse classique, c'est une école, comment dirais-je, qui, à la fois physique, bien sûr, mais qui a trait aussi à l'ego, parce qu'on se voit dans la glace, on se voit en permanence, on se juge, on se jauge. Et alors,
on partait, j'ai fait des stages, notamment avec une professeure très renommée. Et ce stage-là, je me souviens toute ma vie, comme quoi ça marque les choses. On était une trentaine de filles. J'étais pas du tout la meilleure. Elle avait des filles de corps de ballet, etc. Enfin, moi, c'était vraiment une petite école de Chambéry. Et je sais pas pourquoi, elle s'est acharnée sur moi. Pendant une semaine, elle s'est acharnée sur moi. Et j'ai résisté. Et j'ai tenu. Et ça aussi, mine de rien, eh ben voilà. Alors, il y a d'autres choses, mais c'est des exemples que j'ai en tête, là, qui font que quand je suis arrivée dans la marine, où il fallait que je sois chef, rapidement, ben, c'est venu naturellement. Donc, je pense que oui, j'avais confiance en moi. Vraiment. Et j'étais obligée de faire confiance à mes adjoints. C'est là où ça devient super intéressant. Pourquoi ? Parce que dans tout le domaine scientifique, je crois que j'étais le commandant de bateau le plus nul. J'avais eu 1,5 au bac en maths. Donc, commandant de bateau, autant vous dire que quand vous avez un problème à la machine ou je sais pas trop quoi, moi, j'étais pas le genre de commandant à aller voir en machine puis dire faites ci, faites ça. C'était juste inimaginable. Je voyais un truc qui bougeait, qui faisait du bruit, je savais à peine ce que c'était, quoi. Donc, j'étais obligée de m'appuyer sur mes chefs machines. Donc, des sous-officiers ou officiers mariniers ou officiers qui avaient un cursus déjà et qui avaient une femme commandant qui leur dit moi, votre truc, j'y comprends rien. Mais si vous m'expliquez bien, je prendrai la décision et j'assumerai les décisions parce que je suis commandant. Et donc, j'avais mes chefs machines qui venaient à la passerelle avec leurs petits dessins. Ils disaient faites-moi un dessin, je comprendrai. J'assumais un petit dessin et tout et tout. Et donc, j'étais obligée de faire confiance. Et j'ai très très vite compris qu'en faisant confiance, il y a une espèce de cercle vertueux qui s'installe. Et ça, c'est prodigieux. Et si vous me posez la question, est-ce que votre confiance a été brisée à un moment donné ? Honnêtement, 35 ans de marine, je m'en souviens pas. Peut-être, mais c'est pas le plus marquant. Ça ne m'a pas marqué. Donc j'ai dû faire confiance. Et à chaque fois, ça a installé ce cercle vertueux. À tel point que quand j'ai quitté la marine en me demandant mais qu'est-ce que je vais faire maintenant ? Je me suis dit, mais qu'est-ce qui m'a le plus plu dans la marine ? Eh ben, c'est tout ce qui a trait à ces relations, faire avancer une équipe, aller dans le même sens, sentir qu'on est compris, espèce d'empathie, et la confiance, qui est vraiment la pierre sur laquelle se construit tout l'édifice. Et le fait que, quand on fait confiance, et c'est pas juste bon, allez, je te fais confiance comme ça, mais non. Fais confiance. J'avais un chef, là, toujours le même, qui m'a dit, je te vois bien, amiral. Ça, c'était extraordinaire. En arrivant, je prends mon poste. Il me dit, bon, c'est pas toi que j'aurais choisi. Parce que je pense que tu n'as pas l'expérience d'un officier de marine, machin, blablabla. Mais on va voir. Tout était dit, mais on va voir. Alors, tout était dit dans le sens où j'ai eu le sentiment d'avoir un chef qui était comme ça, voilà, qui me laissait carte blanche, mais qui était aussi prêt à reprendre, à m'aiguiller, à reprendre si jamais je faisais un pas de côté. Il était là, quoi. Il m'a pas laissé me casser la figure. C'est pas du tout ça le sens de son message. Pas du tout. J'ai grandi avec lui. Parce qu'il m'a fait totalement confiance, mais du coup, ça a instauré cette espèce de cercle vertueux. J'avais aussi confiance en lui, il serait là pour me dire hop, attention, c'est peut-être pas comme ça, c'est comme ça qu'il faut faire. C'est un cercle vertueux, la confiance. Hein. Et c'est un mot tellement galvaudé, il faut faire confiance. Il faut faire confiance. Bah ouais, mais c'est pas évident. Mais c'est un cercle vertueux, c'est vrai. Donc je me demandais, quelle est votre plus grande réussite ou votre plus grande fierté ? C'est une question difficile. Alors ma plus grande fierté, c'est lié à un moment très particulier où j'ai eu du courage. Et ce courage, il était lié à une situation que j'avais générée moi-même, hein, j'étais commandant supérieur en Polynésie française, j'étais également commandant du centre des essais du Pacifique d'expérimentation,
Alors, il y a plus d'essais nucléaires depuis 1995, mais les armées, la défense, on surveille toujours certaines zones. Et donc, on est toujours très présent et c'est toujours évidemment très contesté en Polynésie française. Et donc, j'avais organisé un voyage de presse sur l'atoll de Moruroa, où il y a encore, voilà, c'est surveillé par l'armée, il y a encore des endroits où il ne faut pas aller, etc. Je fais ce voyage de presse. Auparavant, j'avais fait un voyage quelques semaines avant avec les députés de l'Assemblée polynésienne. C'était très bien passé. Là, je fais un voyage de presse. Le voyage de presse se passe très, très bien. J'ai une vingtaine de journalistes. Très bien. Et puis, en fin de journée, ça se passe tellement bien que je me lâche. Chose qu'il ne faut évidemment jamais faire, alors que j'avais une expérience en communication. Mais, ça fait rien, je me lâche. Voilà, et je sors une phrase sur globalement il faut pas enfin bref, je vais pas redire parce que si jamais voilà, bref, une phrase qu'il ne faut pas dire, hein, et donc qui se retrouve évidemment dans la presse 2 jours plus tard. Pas le premier jour, les premiers reportages sont très très bien, elle nous a ouvert les portes, discours de vérité, machin, etc. Et puis le deuxième jour, évidemment, les anti-nucléaires, etc. S'acharnent. Et là, on a affaire à du commandant supérieur bashing. Et moi, je suis au Japon à ce moment-là. Et donc, j'ai mes adjoints qui m'appellent et « Amiral, toute la presse polynésienne qui est contre vous, c'est dramatique. Quand vous allez revenir du Japon, il va falloir qu'on vous exfiltre de l'aéroport, tous les Polynésiens, etc. » Bon. Et là, j'étais effondrée, quoi, parce que je savais que c'était de ma faute en plus. J'avais dit ce qu'il fallait pas dire. En off, pourquoi le off n'existe pas, je le savais, mais tant pis. Un mot en off qui a été repris. Et quand je suis rentrée, on m'a effectivement exfiltrée de l'aéroport. Et à l'époque, je faisais de la danse polynésienne. J'allais dans un cours avec des Polynésiennes, et je fais de la danse. Voilà. Et je me suis dit, je vais plus oser y aller. Enfin, voilà, ça va être catastrophique. Enfin, je sais plus où me mettre, quoi. Enfin, voilà, je sais plus comment vais-je faire. Parce que j'étais une figure, quand même, hein, en Polynésie, là. J'étais une figure. Et tant pis, il faut que j'y aille. Tant pis, j'ai pas le choix. Il faut que j'y aille. Je peux dire que bon, j'y vais. Et je me revois encore arriver dans mon cours. Alors, il y avait des jeunes, des moins jeunes, hein. Et je vois elles me voient arriver. Et je vois, elles sont 5 ou 6, là. Et elles sont balèzes et tout. Et elles arrivent vers moi comme ça, en rigolant. Mais voilà, il m'a fallu ce jour-là, du courage, quoi. Du courage. Parce que j'étais convaincue, j'avais merdé dans les grandes largeurs, donc je me flagellais moralement, on va dire. Et puis, je savais pas comment m'en sortir. Et ce truc-là, j'aurais très bien pu pas retourner à mon cours de danse. Ça coûtait rien, personne ne l'aurait su, en fait, hein. Mais voilà, c'est un petit truc. Après, ma plus grande fierté a posteriori, plus grande, du coup, là, on va changer de niveau. Plus grande fierté, c'est peut-être de me dire d'entendre maintenant ce que l'on dit sur moi. Ou ce que les gens disent sur moi. Alors, bien sûr, il y en a peut-être qui ne m'apprécient pas du tout, hein, ils sont pas venus me voir pour me le dire. Mais comme j'entends que des échos positifs, du coup, je suis super fière. Parce que je me dis, c'était pas trop mal, quoi. Et voilà. Mais comme je dis, je n'entends que des échos positifs. Ceux qui m'apprécient pas, ils viennent pas me dire, Amiral, vous étiez complètement nul. Ils vont pas venir me le dire. Voilà. Et après, j'ai aussi une autre question. Pour vous, quelles ont été les clés de votre réussite? Mis à part le fait que les portes se soient ouvertes à ce moment-là, mais quelles ont été les autres clés, en fin de compte, pour vous, qui ont permis cette réussite? Alors, la première chose que j'ai dite, c'est la curiosité. Voilà. Toujours aller voir, peut-être qu'il y a des choses à explorer, des choses à voir. Et puis le sens de l'équipe. Parce que ce qui m'a animée, en tant que chef, j'ai toujours été chef, encore une fois, de petite équipe, de plus grande équipe, voilà, c'est de me dire, ils m'ont comprise et on sait tous ensemble vers quoi on va. Donc, de faire comprendre vers quoi j'emmenais cette équipe, c'est ça qui m'animait, de m'assurer que vraiment, là où on allait, c'était compris. Parce que de cette compréhension allait dépendre le succès de la mission. Ça, c'était quelque chose pour moi qui était très important. Donc, un grand souci, je dirais presque de partage, même si à un moment donné, on n'est pas... Alors, attention, je parle pas de démagogie, ça n'a rien à voir. Rien à voir.
À des moments, il faut prendre des décisions. Et je me souviens très bien des moments où je me suis vue secouer mon équipe pour dire, écoutez, si vous voulez pas comprendre, vous comprendrez pas, quoi. Je dis, je peux pas être à votre place. Mais vraiment de les secouer. Ça m'est arrivé. Ou de piquer une colère, mais sciemment. Et en plus, j'étais très lisible. Hein, donc, on voyait si j'étais en colère, peu contente, pas contente. Ça, c'est génial. Hein. Les chefs que l'on arrive à lire, quel soulagement, quoi. Moi, j'ai eu des chefs qu'on n'arrivait pas à lire. C'est l'horreur absolue, quoi. Moi, on me lisait. Et j'avais pas trop d'a priori là-dessus. Ben, ok, si j'étais pas contente, ça se voyait. Si je voulais engueuler quelqu'un, je le faisais à part. J'ai jamais fait en public, jamais. Donc j'avais des limites, me semble-t-il, un cadre, des limites, un espèce de, aller jusqu'à dire une espèce de code d'honneur, quoi. De code d'honneur. Et mon code d'honneur, ça a été, on ne ment pas sur soi-même et aux autres. On ne ment pas, donc on dit la vérité. Qu'est-ce qui était dans le code d'honneur également? On dit vers quoi on va, c'est-à-dire qu'on n'emmène pas un équipage ou une équipe faire quelque chose sans auparavant s'assurer qu'ils aient compris ce qu'on allait faire. Encore une fois, ça revient un petit peu à ce que j'ai dit. Voilà, c'était des principes que j'ai eu. Ah oui, puis si, sens de l'humour. Ah si. Bah oui, parce que encore une fois, j'ai vécu une grande époque où, stéréotype de genre, on ne sait pas ce que c'était, donc on avait des petites remarques de droite et de gauche. Je pense que j'avais un super sens de l'humour, parce que sinon, je me serais braquée à chaque fois. Quand j'étais à l'école de guerre, là, on parrainait un malade qui était aux Invalides, donc un ancien qui était aux Invalides. Donc moi, je me suis portée volontaire. Bah oui, on disait, on était avec nos petits vieux. Mais pendant 1 an, ils avaient un officier avec lequel pouvoir s'entretenir. On allait les voir régulièrement, etc. Et je me souviens de notre première rencontre avec ce monsieur qui était en fauteuil roulant. Et donc, j'étais presque agenouillée à côté de lui, quoi. On était amatlotés. Et puis, je commençais à parler, etc., etc. Et puis, tout d'un coup, je vois arriver un lieutenant-colonel, là, à côté, qui me dit, est-ce que tu penses vraiment que ce que tu lui dis va l'intéresser? J'aurais pu en faire tout un plat. Je sais même pas ce que je lui ai répondu. Je peux même pas vous dire parce que je crois que les bras m'en sont tombés. Je m'en souviens encore de ce truc, mais je sais pas du tout comment j'ai réagi. Mais c'est moche, quoi. C'était moche. Donc des trucs moches comme ça, oui, j'en ai eu. Mais je suis passée. Mais j'ai avancé. Mais ça m'a pas, vous voyez, gratté. Non. Je pense que j'avais d'autres préoccupations qui étaient d'avancer, qui étaient de faire ma place, qui étaient de bien, c'est le basique, quoi, bien faire mon travail. Voilà, tout simplement. Et ça occupe, hein, déjà. Rien que ça. Florida Rakjian, directrice de la plateforme régionale des achats de Normandie. Je vous propose d'embarquer sur une nouvelle thématique de cet échange relatif à votre histoire et à votre entourage. Vous nous avez déjà distillé des éléments marquants de votre enfance, que ce soit la remarque désobligeante d'un maître d'école, voir passer le bus avec les militaires en uniforme ou la danse classique. J'aurais aimé que vous nous présentiez la petite fille que vous étiez au-delà de ces éléments qui sont marquants de votre enfance. J'étais une petite fille sage. On me dit de faire quelque chose, je le fais. Je ne suis pas une rebelle et je ne suis pas non plus une adolescente adolescente, comme on dit maintenant. Donc je ne suis pas ça du tout. Je suis vraiment sage, vraiment, dans le sens classique du terme. Mais je pense que je suis aussi une petite fille qui a été, à cause probablement de ce maître d'école là, qui, au début j'étais première de ma classe. Quand j'étais au début des premières années d'école primaire, j'étais dans les 3 premières de ma classe. Donc à partir du moment où ce maître d'école me fait cette remarque, me fait comprendre en tout cas que je suis très nulle, je deviens très nulle. Voilà. Et je m'efface. J'ai un frère qui a 1 an de moins que moi et il se trouve que mon frère, lui c'est le petit génie de la famille et que moi, et ma maman qui voit rien, elle est persuadée que je m'efface tellement que je serais tout juste bonne à faire une petite secrétaire, quoi. Alors ne vous méprenez pas, j'ai une enfance très heureuse, attention, hein. Mais voilà,
je me suis construite dans cette idée que petite fille sage, on obéit déjà, donc pour être militaire c'est plus facile, hein. Voilà. Mais on obéit, on avance, on fait pas de vagues, on vit dans l'ombre du frère qui lui en prend plein la tête, hein, parce que lui il se heurte à ma maman, donc il se heurte. Moi non, tout va bien. Fais ci, fais ça, oui je fais, ok, pas de problème, parce que j'ai découvert très vite que c'était beaucoup plus facile. Donc je vis une enfance très heureuse, très épanouie, mais convaincue tout de même que, en fait l'ambition, je sais pas ce que c'est. Je dis niveau zéro, mais ça date de loin, hein, ça date de l'enfance, niveau zéro, qu'il faut travailler. Là, je suis convaincue de ça. Ok, j'ai bien compris. Voilà. J'aurais aimé faire de la danse. Ma mère est pas fanat, je fais pas de danse. Je ferai autre chose. Vous voyez, j'ai un caractère. En fait, je pense qu'une de mes grandes qualités, néanmoins, c'est ma capacité d'adaptation. J'aurais aussi bien pu être une super hôtesse de l'air, peut-être un pilote d'avion si j'avais la capacité. Enfin, j'aurais pu être n'importe quoi d'autre. J'en suis convaincue. Vraiment. Là, quelque part, la vie m'a mis sur des bateaux, dans une institution, etc., très hiérarchisée, avec des normes. Mais je suis convaincue que j'aurais pu faire autre chose. Avec peut-être, alors je dis pas autant de talent, mais peut-être autant de réussite, probablement. Et dans ce contexte, comment a été perçu par vos proches votre engagement dans la Marine nationale ? J'ai jamais vraiment su. Je pense que ma mère n'a pas bien réalisé au début. Elle devait déjà être contente. Ma fille a un travail. Donc elle m'a dit tout de même qu'elle était très fière de moi, etc. Bon, vraiment. Mais mon entourage, c'est maintenant, curieusement, là, dans mon petit village, là où j'habite, il y a un café associatif. Donc, ils m'ont invité à parler. Donc, j'ai parlé devant les villageois de mon village. Certains m'ont connue toute petite, hein. Et c'est là où je découvre que quand je parle de moi, de ma carrière, de ce que j'ai fait, etc., il y a beaucoup d'admiration. Beaucoup d'admiration. Ouais, c'est le mot qu'ils emploient. Beaucoup d'admiration. Mais pendant toute ma carrière, franchement, j'ai pas du tout réalisé. Je ne sais pas. J'allais vous demander justement comment vous définirez vos proches aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils vous diraient de vous ? Et si vous étiez en accord avec ce qu'ils diraient de vous, justement. Alors, mes proches, donc mes cousins, ma famille, etc., Anne a de l'autorité. Voire même, et c'est drôle, vous allez rire avec ça, un de mes jeunes cousins me sort un jour, tu es autoritaire. Eh ben, figurez-vous que ça m'a... Vous voyez, le genre de truc... Et si ça fait mal, c'est que forcément, on sait qu'on l'est quelque part et qu'on l'accepte pas vraiment. Et sur le moment, ça m'a fait drôle, je suis autoritaire, avec tout ce qu'il y a de péjoratif derrière. Hein. Et je me suis dit, après, j'analysais ça, j'ai dit pourquoi ça me fait mal comme ça ? Pourquoi ça me gêne ? Pourquoi je suis inconfortable avec ça ? Je me suis dit, mais finalement, ok, peut-être que je le suis, et peut-être que j'avais besoin de l'être, mais peut-être que j'ai moins besoin de l'être maintenant. Peut-être que je peux lâcher un peu. Probablement. Peut-être que c'est ça qu'il est en train de me dire. Tout simplement. Ça m'a mis plus confort avec moi-même. Mais pendant toute ma carrière, oui, j'ai eu besoin de cette autorité-là, et j'avais une autorité naturelle, non forcée. Alors c'est vrai que 35 ans de marine, quand vous quittez la marine, oui, même maintenant, hein, quand j'organise les choses, j'ai envie que ça avance, quoi. Et puis c'est premièrement, deuxièmement, troisièmement. Je suis pas hyper maniaque, hyper organisée, mais très franchement, je suis assez carrée, quoi. Je suis assez carrée. Donc dans ce sens-là, je suis assez autoritaire. Fabienne Mauduit, je suis assistante sociale du travail au sein d'une direction régionale rattachée au ministère de l'écologie à Rouen. Alors moi, du coup, je voulais aborder l'équilibre de vie avec vous. Avez-vous réussi à trouver un équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle ? Et comment est-ce que on gère la vie de famille quand on est militaire et amené à s'absenter sur de longues périodes ? Alors certains vous diraient que j'ai été une mère indigne. Ouais, parce que je suis partie pendant de longues périodes embarquée. J'étais divorcée à ce moment-là. Hein, mon fils était à la garde de mon premier mari. Enfin bon, c'était un petit peu compliqué. Comment vous dire ? Mais, encore une fois, j'ai fait des choix. Hein, quand je me retourne maintenant, ok, c'était des bons choix. Là, j'aurais peut-être pu faire différemment. Mais au moment où je les ai faits, je ne pouvais pas faire autrement. Je ne pouvais pas faire autrement. Donc ça, je suis raccord avec moi-même.
Parce qu'au bout d'un moment, on peut s'en poser des questions. Hein. Il est beaucoup plus facile maintenant, dans l'institution, d'être maman ou papa, puisque la loi, les règlements s'appliquent aussi bien aux hommes qu'aux femmes, père et mère. Hein. Maintenant qu'à mon époque. À l'époque, faire garder ses enfants, c'était déjà un problème. Partir en mer, si vous n'aviez pas un soutien familial solide autour, c'était une galère pas possible. Ce qui faisait qu'il n'était même pas imaginable qu'une femme embarque alors qu'elle avait des enfants. Actuellement, si vous regardez, vous avez plusieurs femmes là qui commandent des bateaux, dont une qui en a déjà commandé 2, je crois, qui commande actuellement une frégate à Toulon. Je crois qu'elle est maman de 4 ou 5 enfants. Et son mari est dans la marine. Et quand on lui parle, alors oui, elle a une super organisation, hein, ça c'est clair, il faut être organisé. Faut être organisé. Il n'y a pas photo. Après, vous vous positionnez, soit vous dites oui, mais du coup, les enfants, ils ont souffert. Je réponds, mais de quoi je me mêle? Non, mais c'est vrai, de quoi je me mêle? Parce qu'en fait, on n'en sait rien. Vous savez très bien qu'on peut être très proche de ses enfants et ça peut très mal se passer. Et vous pouvez vivre une vie totalement épanouie professionnellement et ça peut très bien se passer. Pas de jugement à porter là-dessus. Donc, j'ai fait des choix. Ça a été compliqué parce que c'était dans une époque où, encore une fois, la V2P, comme on appelle ça, c'était pas quelque chose de... Mais il fallait... Voilà, on est dans un métier militaire où on donne, on est corvéable. On doit partir en mission. Je me souviens, à un moment donné, on rentrait de mission là sur un des navires que je commandais. On rentrait de mission en plein hiver là. Et puis on posait sac à terre dans une mission de 4 mois en Méditerranée. On pose le sac, donc c'était au moment de Noël. Hein. On avait Noël, le Nouvel An, on repartait fin janvier. Paf, le Prestige. Je sais pas si ça vous dit quelque chose, le Prestige, les boulettes du Prestige, etc. Le pétrolier qui se casse au large de l'Espagne et toutes les boulettes qui arrivent dans le golfe de Gascogne. Ah ben, Culler, vous avez le bateau qui va bien avec une plateforme hélicoptère. Vous allez repartir le 1er janvier. On vient de rentrer depuis 4 jours. Le 1er janvier, il va y avoir toute une armada de bateaux de pêche, etc. et de bateaux récupérateurs de boulettes de pétrole qui viennent du Danemark, d'Allemagne et d'ailleurs. Et vous allez partir pour une mission de 2 mois en océan Atlantique pour récupérer les boulettes, quoi. Voilà. Donc ça peut être inopiné et ça c'est pas une mission de guerre, mais on est fait pour ça dans les armées, dans la marine. On est amené à partir en mission parce qu'on a besoin de nous et on s'engage pour ça. Sinon c'est pas la peine d'y aller. Donc c'est forcément une contrainte. Donc ça demande quand on est chargé de famille, quel que soit le sexe, hein, chargé de famille, oui ça demande une super organisation. C'est pas impossible. C'est pas impossible, mais ça demande de l'organisation. Alors du coup, aujourd'hui, vous n'êtes plus embarqué. Est-ce que vous avez du temps pour vous et quels sont vos centres d'intérêt en dehors de la Marine nationale? Alors, concrètement, moi j'ai quitté la Marine en 2016, donc je suis en 2e section. 2e section, ça veut dire qu'on peut vous rappeler à tout moment pour une mission. 1re section, vous êtes en activité, vous êtes dans la marine. 2e section, j'ai quitté en 2016. En 2016, c'est posé la question, 59 ans, qu'est-ce que je fais? On va me dire, la limite d'âge, je la connaissais, c'était pas une surprise. Hein. Et d'ailleurs, je disais à qui voulait l'entendre que je savais que à 59 ans, j'allais quitter la marine. Le jour où j'ai quitté la marine, je fais un super discours, un grand cocktail, machin, etc. Un discours, un beau livre d'histoire, c'est fermé, blablabla. Ok. Il n'empêche, qu'est-ce que je fais? Parce que j'avais pas préparé, en fait. Et donc, je me suis retrouvée à la maison. C'est ce que j'ai fait les premières semaines. Je crois que j'ai peint la moitié des meubles de la maison, quoi. Un truc que j'ai jamais fait de ma vie, quoi. Le serviettage, peindre des meubles, la colle qui va bien et tout. Ok, ça a duré 3 semaines. Après, je me suis dit, bon, je me suis quand même posée, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Et c'est là où je me suis dit, qu'est-ce qui m'a plu? Et donc, on a la chance, dans les armées, comme dans beaucoup de services publics, hein, d'avoir des structures qui permettent une reconversion. Donc, j'y suis allée, séminaire, etc., etc. Je me suis dit, coach, c'est pour moi. Et donc, je suis repartie sur les bancs de l'école.
Voilà, pendant un an et demi. Donc je suis repartie. Donc je suis coach professionnel. Je donne des cours également à Sciences Po Le Havre. Donc j'enseigne depuis 5 ans. C'est le campus Asie-Pacifique. Donc ce sont des cours en anglais sur de la stratégie maritime en Indo-Pacifique. Je travaille également pour un institut de stratégie et de sécurité qui m'envoie en Afrique également. Et puis je donne des conférences comment dirais-je, là où le vent me mène. Véritablement, là où le vent me mène. Et le vent, ces temps-ci, les vents sont plutôt favorables, je dois dire, puisque en 2025, je vais faire une conférence sur un des bateaux du Ponant, donc sur une croisière en Inde, donc Mumbai, Colombo. Donc je serai conférencière. Voilà. Donc du coup, on me paye la croisière. Donc c'est très bien. Vous voyez, ça, je dis, les vents me sont favorables quelque part, et je vais retrouver un bateau sous une forme un petit peu différente. Et puis je jardine beaucoup, et puis je m'occupe du chien. Comme mon fils m'a dit, elle va tester ta patience. Et c'est bien vrai, parce que je suis sans doute autoritaire, mais je suis également très impatiente. Il faut que ça avance. Et avec un chien, c'est à son rythme, c'est pas au mien. Donc ça a testé ma patience. Mais voilà, je fais plein de choses. Je voyage avec mon mari. Madame Culler, on va désormais aborder les dernières questions de cet échange. J'aurais voulu savoir si vous aviez des défis ou des nouveaux challenges en tête, en dehors de ceux que vous avez abordés à l'instant. Alors, des défis ou des nouveaux challenges. J'en aurais un qui me trotte dans la tête depuis que j'ai quitté la marine, mais que j'ai jamais mis en œuvre, c'est la permaculture. J'avais envie de me lancer, parce que on a un grand terrain, là, de me lancer dans quelque chose style jardin partagé, etc., au sein de ma commune, mais en permaculture, quoi. Voilà. Donc il y a ça. Il y a sur le volet, encore une fois, chien, parce que j'ai pris, je suis désolée, mais j'ai pris des cours. Donc je suis pas éducatrice du tout, hein, mais parce qu'il faut un diplôme français. Donc j'ai des diplômes mais norvégiens. Donc c'est pas très pratique, anglais on va dire, et donc monter quelque chose également, une structure sur ce qu'on appelle l'enrichissement, c'est-à-dire que très souvent vous avez plein de chiens qui sont dans des appartements, et puis ils attendent monsieur ou madame midi, alors on fait sortir le chien, et puis la grande balade c'est le soir, quoi. Et entre-temps le chien il est barjot, parce que c'est pas fait pour ça. Et donc monter une structure d'enrichissement, c'est pas éduquer un chien, c'est pas du tout ça, c'est lui donner un local où le chien il rentre un par un, et vous avez mis plein de trucs. Vous avez mis des pneus, des couvertures, des tapis, un bac d'eau, des tas de trucs. Pas des friandises, hein, mais des tas de choses que le chien peut explorer. Il rentre dans un domaine où il découvre. Or, l'outil du chien, c'est son nez. Et donc là, votre chien, quand vous l'amenez là-dedans, c'est le top, quoi. C'est le top. Et vous le ramenez chez vous, je peux vous dire qu'il dort. Hein. Et c'est bon. Il a vécu un moment de bonheur. Donc voilà, c'est un petit truc. Je me dis pourquoi pas. Et si vous pouviez revenir en arrière, si vous aviez une baguette magique, qu'est-ce que vous changeriez de votre carrière ? Mon rêve, le truc totalement, ce serait de devenir gouvernante à l'école de l'Opéra de Paris. C'est à Bastille, puisque les élèves ne travaillent plus à l'Opéra, ils sont à Bastille. Il y a une gouvernante qui donc s'occupe de toutes ces petites filles et petits garçons là qui rentrent et puis et qui grandissent. Et il faut gérer toute cette jeunesse là pendant quelques années. Ça, si j'avais une baguette magique, c'est ça, d'être en contact avec des danseurs en fait. Qu'est-ce que vous diriez à la petite fille que vous évoquiez précédemment lors de notre échange, et plus largement à toutes les petites filles du monde ? Je lui dirais pas ose, parce que ose c'est une espèce d'injonction et on le met à toutes les sauces. Donc ça, au bout d'un moment, on galvaude le mot. Mais je lui dirais des choses rassurantes, du style tu vas voir, il y a des choses qui vont se passer, tu vas voir, il y a des chemins qui vont s'ouvrir, il y a des horizons qui t'attendent, Voilà, je trouverais des mots pour lui faire comprendre que son monde, c'est pas forcément ce qu'elle est en train de vivre là, c'est qu'il y a plein d'autres mondes tout autour d'elle, plein, qui ne demandent qu'à être explorés, et après, c'est à elle de faire le chemin. Mais juste des mots rassurants, quoi. Voilà, tout simplement. Eh bien, nous vous remercions, Madame Culler, du temps et de la confiance que vous nous avez accordée.
Votre témoignage a été nourri et riche d'enseignements. Merci car vous nous avez fait voyager. Dans le temps, de la petite fille que vous étiez à la vice-amirale que vous êtes, mais aussi sur terre et dans les mers, de ce bus rempli de femmes militaires en uniforme, en Savoie, aux alentours de Chambéry, je crois, où l'horizon est bloqué par les montagnes, vers les mers et les océans, aux étendues d'eau sans fin. Embarquer et naviguer a été le fil conducteur de votre carrière, que vous avez mené au fil de l'eau, justement. C'est le cas de le dire. Vous avez su saisir à point nommé les opportunités, vous avez poussé les portes ouvertes, mais aussi celles qui étaient à peine entrouvertes. Vous avez su faire confiance, vous vous êtes fait confiance et surtout, vous avez su gagner celle de votre entourage. Vous avez dépassé les obstacles qui ont jalonné votre parcours grâce à votre travail et vos efforts, que parfois vous minimisez, et ce fameux cercle vertueux de la confiance qui finalement permet tout. Nous retiendrons que l'ambition est venue à vous, mais que vous avez su l'accueillir. Vous nous avez inspirés. Parce que les challenges, vous les avez relevés un à un, comme lors de vos randonnées en famille. Allez voir plus haut, allez voir plus loin, parce que peut-être c'est plus beau de l'autre côté de ce sommet. Merci beaucoup. Merci Annie. Merci beaucoup de votre écoute. Je vous remercie chaleureusement pour l'écoute de ce podcast et je vous invite à en parler autour de vous, à le partager auprès de toute personne qui cherche de l'inspiration. Je remercie en particulier l'Institut régional d'administration de Lille et la PFRH Normandie qui permettent la tenue de cette journée et la création de ce podcast. Merci également aux participantes de ce parcours dont vous avez entendu les questions. Lamia Boudjelal, Karine Dabrijon, Florie Darac-Jean, Comba Diop, Carole Landormy, Fabienne Mauduit, Laurence Moreau. Je remercie également Valérie Crescent, Clémence Lefort, Apolline Ruel, Alina Chislac, Céric Diarra, Hélène Jézéquel et Yael Pustil-Nicole. Ce podcast a été réalisé par le studio Flamboyance.